Toute une vie va s'arrêter le jour où on arrête une carrière, parce que quand on parle du haut niveau, voire du très haut niveau, c'est des gens qui sont habités. Quand on arrête, il y a quand même une violence. Très vite, on disparaît du paysage. L'arrêt, c'est un trou noir, surtout lorsque cet arrêt est aussi brutal qu'une coupure de courant, une coupure d'électricité. Moi, j'ai connu la période où rentrée d'argent zéro et retourner dans mon quartier avec 2 enfants, ma femme, et on fait comment demain, hein. Quand on passe de champion du monde à handicapé, la chute est très longue. Il n'y aura jamais une vie aussi belle dans le sport pour un ancien champion que celle où il était sportif. Il n'y aura jamais ça. Ça, plus qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, c'est compliqué à gérer. Alors ça s'est passé un 24 décembre 2011. Donc une chute à la barre fixe, juste derrière moi d'ailleurs, c'est dans la même salle. Mais voilà, une chute un peu pas anticipée, j'ai lâché la barre, la jambe n'est pas passée, j'ai une triple fracture plateau-tibiale. Et ensuite on m'a vite transporté à l'hôpital pour une opération qui s'est sensiblement bien passée sur le plan osseux. Mais j'avais les artères qui étaient sectionnées et le chirurgien ne l'a pas vu. On a commencé à parler d'amputation, la jambe était en train de nécroser. Et en rouvrant la jambe, on a vu que c'était un peu compliqué. Et j'ai eu la chance de garder ma jambe, mais avec plus rien à l'intérieur, donc un handicap qui restera maintenant à vie. J'ai pas été aidé pendant ma carrière déjà au niveau des blessures. Je pense que quand on est blessé, la solitude de la blessure est très difficile parce que le groupe continue à vivre. Surtout dans le rugby, voilà, où on trouve justement sa place dans un groupe avec 6 opérations. On m'a dit que j'étais une vieille bagnole. Et quand tout s'arrête, on te dit que tu es un homme, mais tu es un gamin dans un corps de grand. Il faut te construire différemment. Il faut je dirais pas te normaliser, mais revenir dans la société normale que vivent la plupart des gens. Cette année, on est encore l'exemple patent, j'ai été beaucoup blessé. Là, j'ai fait encore une énième commotion cérébrale. J'en ai eu une où j'ai été paralysé, j'en ai eu quelques belles. Et je pense que sur le coup, on ne pense plus à jouer. On se pose plus la question, est-ce qu'on aura une vie normale? Est-ce qu'on pourra fonctionner et vivre de façon décente comme tout le monde? La dernière que j'ai eue il y a 6-7 semaines environ aussi m'a posé la bonne question. Est-ce que ce n'était pas la commotion de trop? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Quand la notion de mémoire, de rappel disparaît, quand tu commences à chercher les noms ou les codes, ainsi de suite, là, oui, tu flippes. Très clairement, tu as peur, oui. C'est quand même un des rares sports, si ce n'est le seul, où dans la même équipe, on peut avoir Peter Pan et la bête de Gévaudan. C'est un sport, certes, qui se veut aussi d'évitement, mais qui est un sport de collision. Oui, j'ai commencé à me casser, c'est le cas de le dire. En 66, contre Grenoble, fracture de la clavicule avec dépassement. J'ai continué par le nez en 72 en Australie. Et puis j'ai eu des côtes cassées un peu de partout. Sur l'arrière, sur le devant, et accidentellement sur un choc d'un adversaire, je me suis fracturé la mâchoire. Là, à première vue, c'est impressionnant, mais je me porte à merveille et je pense que pour l'instant, je peux encore le servir. Il y a plusieurs manières d'arrêter, ceux qui arrêtent brutalement et puis ceux qui arrêtent parce que d'une année sur l'autre, ils font des résultats un peu moins élevés. Donc ils poursuivent quand même, mais du coup, l'arrêt se fait plus en douceur. Donc il n'est pas vécu de la même manière. Mon dernier combat, c'était un championnat d'Europe. Titre en jeu contre Khalid Raïlou, qui était numéro 1 mondial, et donc j'ai perdu. Et donc ce garçon a été quelque part ma bête noire, puisque je l'ai rencontré à 3 reprises. Et à 3 reprises, j'ai connu la défaite. Et là, je me suis plus trouvé d'excuses, quoi. J'avais rencontré mon maître, et donc à l'évidence, je n'étais pas taillé pour passer à l'échelle au-dessus. Et c'est un petit peu malheureux, mais à 26 ans, j'ai décidé de raccrocher les gants. L'adolescence, c'est un moment qui a été délicat. Et pour ne pas affronter cette adolescence, le tennis était là. Ça me plaisait
Pas tant que ça en fait. C'était une excuse, c'était un refuge, c'était un échappatoire de ne pas affronter les enfants du même âge, de ne pas avoir à se comparer avec les enfants. Non, moi j'ai détesté. Ça a été les pires années. Le jouer sur le circuit ont été les années les plus douloureuses. Une fois qu'on maîtrise plus nos skis, c'est là où on se fait vraiment peur. La peur, elle arrive quand on est en difficulté, quand on domine nos skis, qu'on arrive à aller où on veut et faire ce qu'on veut. La peur, elle y est, mais une fois que tu as poussé le portillon, elle disparaît. Et moi, mes dernières courses, la peur, elle est restée du haut en bas, à pas vouloir tomber, à avoir des flashs un peu pendant que je descendais, pas des bons flashs. Donc voilà, il y a un moment, même mes dernières courses, j'ai vraiment hésité à prendre le départ. C'est là où j'ai pris les plus gros risques, je pense, de ma carrière, c'était les 2-3 dernières courses. Moi, je trouve ce qui est brutal, c'est la décrépitude physique, quoi, parce que son corps s'échange. On se rend compte qu'on est sorti d'une catégorie, quoi. On sort. Et il faut accepter ça à la fois physiquement, psychiquement. Il y a quelque chose qui se déconstruit au fur et à mesure. Et on n'est pas souvent préparé à ça. Plus que la déchéance, la perdition matérielle et autres sociales. Et celle-là qui est dure, c'est celle qui est physique aussi. Parce qu'on voit son corps changer, on n'a plus les mêmes intensités. Et on n'est pas formé à ça aujourd'hui. On n'est pas calibré durant la carrière pour ça. Le plus difficile, c'est de passer de la lumière à l'ombre. On parle de l'argent, on parle de la perte de partenaire, de qu'est-ce qu'il va faire comme métier. Mais sincèrement, le plus compliqué, c'est de perdre cette reconnaissance qu'on avait quand on était athlète. Et de passer justement de tout à rien, d'une personne champion dans les médias à une personne lambda du monde du travail. Je pense que ça, c'est la difficulté première qu'on retrouve chez un arrêt de sportif, c'est cette dimension psychologique. Et on l'oublie beaucoup. Certes, elle est plus facile à adoucir quand on a beaucoup d'argent, mais quand on est dans les sports un petit peu comme les nôtres, cette dimension-là, elle est dure. On a l'impression de passer de tout à rien. Et avant même la reconversion professionnelle, il y a cette reconstruction psychologique qui prend du temps. Quelques temps après ce combat-là, j'ai balbutié ma vie, quoi. C'était la fin d'une histoire, voilà, de ma première vie. Et j'ai souffert terriblement. Et je sais que mon environnement a été très impacté aussi. Il y a une sorte de malaise, de frustration, de moments où on peut être aigri ou un peu dépressif parce qu'on se retrouve un peu seul face à soi-même. On peut avoir le regret ou en tout cas le souvenir de bons moments. Et il y a peut-être aussi une rupture dans cette vie personnelle qui n'est pas aussi évidente à vivre. Je m'étais formé à un corps pendant 27 ans de protection et je me suis formé à un mental de protection. Le problème, c'est que je suis devenu con et dogmatique. Et puis il y a un moment où la claque, je l'ai prise, non pas à l'arrêt de ma carrière, mais moi c'est le jour où ma femme m'a plaqué en me disant que j'étais devenu con. Et là il a fallu que je retourne le miroir et me regarder véritablement en face, de me dire que je n'étais pas victime d'un système, je n'étais pas sauveur d'un système ou bourreau d'un système, mais que j'en étais co-responsable. Donc il a fallu que je m'humanise pour devenir quelqu'un de, je dirais, de meilleur. Pendant 20 ans, tu t'es entraîné 2 fois par jour, tu as fait des compétitions, c'est ta vie, quoi. Mais quand ça s'arrête, là, c'est terrible. Parce que du jour au lendemain, ils sont monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est quand tu bascules dans le monde, voilà, comme tout le monde, quand tu fais tes courses à Carrefour, voilà, voilà. Et bien là, ouais, c'est dur. Là, c'est pas facile. Je pense que sur quand même la partie, on va dire, strass et paillettes, a quelque chose de grisant, surtout quand on est jeune. Les gens te reconnaissent, ils te saluent, ils t'interpellent, ils font des selfies avec toi, ils veulent des autographes, tu vois les gamins qui te regardent avec les yeux qui brillent. Et puis voilà, quand t'es plus dans le groupe, que t'es plus sur la feuille de match, il y a toujours le même paysage, mais toi t'es à côté, quoi. C'est très difficile d'accepter cette petite mort qui est l'arrêt de la carrière. Il y a une sorte d'effroi, une peur du vide, une peur du noir, une peur de la mort aussi, tout simplement. À quel moment on peut dire que le deuil est accompli ? La théorie voudrait qu'après 1 an ou 2, on a travaillé sur soi, c'est fini, mais bon, même 10 ans, 20 ans plus tard, ça peut faire mal.
il y a un nombre de divorces post-carrière qui est monstrueux. C'est-à-dire que vous avez effectivement un couple qui vit au travers le prisme d'une carrière d'un joueur. Les revenus sont plus du tout les mêmes. Le salaire moyen du top 14, c'est à peu près 13 000 €, donc c'est quand même pas mal d'argent. Et donc c'est vrai que cet arrêt de carrière comme ça, subi et inattendu, est très traumatisant, non pas seulement physiquement, mais également psychologiquement. Il y a quand même un tiers des rugbymen qui avaient le sentiment d'avoir mal vécu cette période-là. Mais en même temps, c'est très difficile pour eux d'identifier ce mot-là, dépression. Parce que culturellement, dans le rugby, il faut être un homme fort. Et je pense que c'est peut-être plus difficile dans le rugby que dans d'autres sports d'arriver à identifier le fait qu'on est en dépression. J'ai eu 2 fins de carrière. C'est pas rigolo. J'ai eu la première fin de carrière où j'étais à Grenoble, j'ai signé 3 mois et j'ai arrêté. Et je me suis fait 2 mois de maison de repos. Ouais, c'est très difficile. Très difficile de. J'ai fait 2 après Grenoble, j'ai arrêté au bout de 3 mois, tout ça et tout. Putain, j'ai pété un câble et puis je maîtrisais plus les choses. J'ai besoin vraiment d'évacuer, tu vois. Je me suis fait 2 mois de maison de repos où il m'a fallu évacuer, voilà. Évacuer, de couper de tout, tu vois, me restituer totalement par rapport à tout ça, quoi. Donc ça a été vraiment. Ça a été lourd, quoi. J'ai eu un passage au lourd. Et donc j'ai eu 2 mois de repos. Après, je suis reparti tranquillement. J'ai repris la vie de tous les jours. Je me suis entraîné. J'ai rejoué un peu. Et après, 2 ans après, j'ai rejoué à Avignon. J'ai rejoué en D2. Donc j'ai rejoué à un plus haut niveau là. Et après, j'ai arrêté 2 ans après. Donc j'ai eu 2 arrêts de carrière. Moi, j'ai connu des sportifs qui n'ont pas pu s'endormir pendant 10 ans sans penser à la balle de match qui aurait pu changer leur carrière ou à un moment difficile qui était crucial pour la suite de leur carrière, qui n'a pas pu leur permettre d'aller plus loin. Donc, c'est douloureux et il faut voir comment travailler avec cette douleur, comment on peut la reconvertir en quelque chose de créatif, comment rompre, comment détruire pour reconstruire. C'est ça, pour moi, le vrai travail. En fait, ce qui se passe à Rio, c'est que je touche la plaque en 2e position. Et que 20 minutes plus tard, on m'a dit que je suis disqualifiée parce que j'ai gêné l'Italienne lors de l'arrivée. Ma pensée, c'est ça, c'est toucher la plaque, c'est pas couler la fille qui est à côté de moi. Donc voilà, hein, ça se termine comme ça, je suis disqualifiée au jeu. Je pense que de toute façon, ça sera ancré en moi et ça fera partie de mon histoire. Il y a quand même des cas de figure très différents. Il y a des sports, comme on dit, à maturité précoce, c'est-à-dire des sports où on est fort très jeune, comme la gymnastique ou le BMX. Les jeunes arrêtent vite, donc peuvent embrayer ensuite derrière sur l'apprentissage d'un métier. Et ensuite, il y a des sports à maturité tardive où on peut être fort très tard. Et là, effectivement, quand ça s'arrête, on peut toujours reprendre des études, mais on se retrouve décalé quand même par rapport à sa génération. Et parfois, on a créé une famille, on a une vie de famille, et il est parfois difficile de retourner dans des études et de ne pas gagner sa vie voilà, quand on arrête à ce moment-là. Si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que je prenais plus de plaisir à l'entraînement. Et je me dis... j'ai des atouts, il y a des choses que des pistes que je dois étudier pour faire cette reconversion. Ceux qui tapent à notre porte, c'est plus souvent des arrêts sur blessure ou des arrêts parce qu'on ne passe pas une sélection qu'on espérait passer. Donc, et à ce moment-là, l'arrêt est assez brutal. Et quand on a vraiment non seulement rien préparé concrètement, mais même pas suffisamment pensé à ce qu'on veut faire, c'est là où c'est difficile. Quand on donne un CV, il n'y a que de rugby dedans.
Il n'a pas des autres qualifications ou des autres diplômes, parce que le rugby, quand tu es pro, ça prend beaucoup de temps. C'est un travail plein temps, voire plus. Et donc on n'a pas forcément le temps de travailler sur autre chose. Il faut que vous trouviez un métier après, parce que le rugby, c'est bien, on est des petits chouchous, on est vraiment bien. Mais le jour que ça finit, il faut rentrer dans le monde normal, il faut payer un loyer, il faut payer une voiture. Et si tu n'es pas capable de faire ça, trouver des boulots, c'est compliqué. Dans beaucoup de sports, il y a pas mal d'assistanat, où les sportifs sont détachés de responsabilités, infantilisés. Et quand arrive le moment de la fin de carrière, ils ne savent pas faire trop de choses parce qu'ils étaient couconnés et dans une bulle. Les gens, ils n'ont qu'une vue de toi, du footballeur, du vieux footballeur, quoi. Comme du vieux chanteur, du vieux machin, qui ne sait que jouer au foot. À part jouer au foot, tu sais faire, toi, dans la vie. Et tu fais quoi, là? Jusqu'à présent, dans le subconscient des joueurs, il y a une séquence entre eux. Je joue d'abord durant 10 ans, et au bout de 10, 12, 15 ans, je pense à après. C'est pas vrai, parce que après c'est fini. Tu ne peux pas commencer à la préparer au bout de 12, 13 ans. C'est terminé. C'est pas possible. Mais c'est quasiment impossible. Parce que il faut savoir que, l'exemple patent que je prends, c'est que pendant que nous jouons au rugby durant 10, 12, 13 ans, nos congénères sont en train de construire leur vie purement professionnellement. Ils se forment et ils travaillent. Donc quand tu arrives à ce moment-là, ils ont 5, 6, 7 ans d'expérience, voire même 10 ans. Donc tu vas rivaliser avec ces gens-là. Si tu n'as pas progressivement dans ton parcours avec les années aussi travaillé pour combler à minima ce retard-là, pour arriver à ta somme d'expérience, pouvoir rivaliser en termes de compétition sur le marché de l'emploi, c'est mort. On vivait dans l'insouciance et on ne vivait pas dans la réflexion. Maintenant, dans l'éducatif, on te permet quand même de préparer ta reconversion. Alors qu'avant, non. Avant, on t'abandonnait à ton sort, il n'y avait pas de reconversion. J'étais le petit Mozart dès le départ parce que j'étais soi-disant un enfant surdoué. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en avance sur les autres. Voilà. Je suis arrivé à Saint-Étienne avec des grands joueurs, l'année de mes 15 ans, mon premier match en pro. J'ai quitté toute ma famille, j'ai débarqué à Saint-Étienne, loin de tout. Et voilà, une vie particulière, une vie de footballeur, voué comme ça, la passion du foot. Et voilà, j'ai joué au football, je me suis régalé. Mais j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, pas mal de choses, mais je me suis régalé. Donc là, il y a la partie salariale. Donc là, on précise ce qu'il va gagner à ce moment-là, quand il va arriver sur la saison 2020-2021. Et donc on se projette là-dessus. Donc voilà, on y va? Et bien voilà, félicitations. À notre niveau, on ne parle pas d'argent. C'est-à-dire qu'avec les jeunes, on n'est pas sur les sommes dont on entend parler, on est là juste pour les accompagner, on a des contrats standards. Donc ça veut dire que dès le départ, quand on commence à parler d'argent, on arrête. Comme ça, on n'a pas de problème après. Donc on est très clair sur la question de l'argent. L'argent qu'on va donner en plus, il va servir aux parents pour qu'ils puissent venir voir leurs enfants, pour qu'ils puissent venir passer une nuit d'hôtel à côté avec eux quand ils sont un peu plus loin. Voilà, on essaie de les accompagner sur ce genre de choses. La priorité de Montpellier, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un club qui mise beaucoup aussi sur l'humain. Sur l'humain, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont plus importantes que d'autres. À un certain moment, l'argent, contrairement à ce que l'on peut penser, bien sûr, ça attire les parents. Il y en a qui payent les parents, il y en a qui domicilient les parents, il y en a qui trouvent un boulot aux parents, il y en a qui payent l'enfant, tout ça. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. C'est-à-dire, c'est prendre le problème à l'inverse. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, il faut mettre en avant d'autres choses. Si tu ne mets pas d'autres choses en avant que l'aspect financier, effectivement, le petit, c'est voué à l'échec. Derrière, ça sert. On a eu un cas comme ça, où on était à la lutte avec un très très bon joueur, un joueur de 13 ans. À la fin, on se bagarrait, il ne restait plus que Lyon et nous. Puis il est arrivé Chelsea, il a mis tout le monde d'accord. Ça a duré 2 minutes, c'était fini. Donc voilà, donc là, on sait qu'on ne peut pas lutter. Nous, c'était de l'accompagnement, c'était, voilà, on était plus là-dedans, sur le projet scolaire, ces choses comme ça. Et quand il est arrivé au Chelsea, à un moment donné, merci, au revoir, c'est fini.
Ils savent qu'ici, c'est un endroit où ils vont s'épanouir, ils vont se développer, ils vont réussir à jouer dans le monde professionnel. Et après, pour gagner beaucoup d'argent, il faudra qu'ils changent de club. Donc voilà. Et tout le monde est gagnant, quelque part. C'est-à-dire que sur le plan économique, on arrive à vendre des joueurs. Et le joueur, lui, s'il a la dimension pour aller au-dessus, il ira. Et là, il gagnera beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'on était préparé à rien. L'après-carrière, on était préparé à rien. On est arrivé un jour, moi je dis 8 sur 10, devant un gouffre total, quoi. Un gouffre total. Aujourd'hui, les joueurs, quand même, sont sensibilisés en permanence. Donc, même s'ils n'y pensent pas eux, il y a des gens qui sont là pour leur rappeler et qui leur permettent de s'orienter là-dessus. Alors il y en a qui ont eu un peu de cul, ils ont passé les diplômes, ils étaient entraîneurs, ils ont réfléchi, les mecs les plus intelligents. Après ceux qui ne dépensaient pas un rond comme il y a un peu des ronds de côté. Mais moi à la fin de carrière, je devais plus d'argent à la fin de carrière que ce que j'en avais avant. Hein. On a arrêté les carrières, ce qu'on gagnait, on le dépensait, on a dépensé plus que ce que l'on gagnait. Hein. On était 8 sur 10 à avoir subi ça. Hein. J'ai signé mon premier contrat pro, j'ai investi dans de la pierre, je me suis intéressé, j'ai fait des gros travaux, j'ai acheté un immeuble, machin, j'ai fait des appartes, pour pouvoir être plus tranquille quand j'aurai 30 ans à la fin. Et ça, j'avais 22 ans. Donc je me mettais des trucs, j'avais des objectifs là-dessus. Alors peut-être aussi que ça m'a freiné dans mon objectif sportif, qui a fait que, ok, joueur moyen et tout, mais peut-être qu'à un moment, c'est mon seul petit, peut-être que j'aurais pu faire un petit peu mieux sur certains endroits, dans le jeu et tout. Mais j'étais déjà concerné par la vie normale. Normalement, aujourd'hui, un joueur qui est bien accompagné, qui gagne normalement sa vie en L1, il a déjà un patrimoine, quelque chose qui lui permet un peu de tenir un peu le choc et d'assurer un peu l'après-carrière. Ils sont mieux conseillés. Avant, suivant sur les conseillers sur lesquels on tombait, on pouvait ne plus rien avoir, ou même avoir des dettes. C'est arrivé à certains joueurs. Alors qu'aujourd'hui, ils sont très bien suivis. Il y a un syndicat qui fait très bien son boulot et qui propose beaucoup de reconversions dans tous les domaines. Alors il suffit que le garçon y songe pendant sa carrière et ça se passe généralement, ça se passe très bien. T'imagines avant, en D2, tu gagnais rien. Tu gagnais, le mec de D2, il travaillait à la mairie avant. Et si tu finissais à la mairie, tu étais content. Tu étais content à la mairie. Le mec de D2, il peut arriver à gérer sa carrière, tu vois. De peu qu'à un moment, il monte un peu en D1, machin. Tu peux arriver, hein. Tu as les primes de match, tu as les choses, les montées, mais qui peuvent arriver. Un peu des sponsors ou des choses comme ça. T'imagines maintenant toutes les rentrées d'argent qu'il y a. Moi, je vois les mecs, quoi. Moi, quand j'entends les primes, les salaires, les trucs, et les primes à la signature, quoi, mais c'est des sommes, hein, t'imagines. Oh. Moi, si j'avais joué de l'époque de maintenant, rien que pour signer à Saint-Etienne, ils auraient dû me filer 10 millions d'euros. À l'époque, tous les clubs qui te veulent, les machins, rien que pour signer. T'imagines, tu aurais filé un pont d'or, quoi. Rien que pour signer dans un club. Maintenant, quoi, les gars. Tu peux acheter le pont d'Avignon. J'aurais pu le reconstruire, j'aurais pu le finir. Chauffe-les tranquillement, hein. Alors on a le statut boxeur professionnel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Hexagone, oui, vous avez Tony Yoka, mais c'est unique, quoi. Un boxeur ne vit pas de son sport, de son art. Il doit s'investir à plein pour essayer de vivoter, de végéter, je dirais. Mais en toute manière, vous pouvez vivre de votre sport. Messieurs les soigneurs, hors du ring. Bastien donc est professionnel, il est numéro 1 français sur 53 boxeurs dans sa catégorie. Il est invaincu à ce jour, il est très courageux, il travaille beaucoup. En plus de son travail de la collecte des ordures ménagères, il se lève tous les matins à 5h30. Il le dit, c'est le seul métier qui me permette de pouvoir concilier un métier, qui me permette de vivre au quotidien et mon métier de boxeur aussi. Car je peux travailler et puis en même temps faire mes 2 entraînements bi-quotidiens, donc le matin ici même d'ailleurs dans cette salle, premier entraînement physique et le soir bis repetita, 2e entraînement de la journée en salle et puis je vous prie de croire que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais c'est le prix à payer. Un gymnaste de l'équipe de France gagne entre 1 000 et 1 200 euros par mois. Voilà, ça lui permet
avant toute chose de pouvoir se loger, de pouvoir faire les courses. Mais ça ne leur enlève pas la valeur du sport. C'est-à-dire que les gymnastes que vous voyez derrière moi, c'est des amoureux de la gymnastique. Ils ne sont pas là pour l'argent, ils sont là parce qu'ils aiment ça. Et ça reste quand même le principe même des valeurs olympiques. Moi, je suis moins inquiet pour des professionnels, alors surtout des athlètes comme Kevin Mayer, qui voilà, aujourd'hui il a créé son réseau, ça ouvre des portes, mais c'est toujours le niveau intermédiaire. Le smicard du sport, ils n'ont pas de quoi mettre un peu d'argent de côté. C'est des athlètes qui galèrent toute leur vie en tant qu'athlète parce que c'est compliqué de vivre de leur pratique, de se qualifier, c'est toujours aux limites, difficile de trouver des partenaires. Et il faut qu'ils travaillent presque 2 fois plus tout en continuant des études pour envisager l'après-carrière. Et c'est sûr, en tout cas, on pourrait même dire de la survie pour certains athlètes. On critique souvent les pays de l'Est, mais je peux te dire, au niveau structure et reconnaissance, c'est pas les mêmes. En France, tu peux pas faire du haut niveau, c'est pas possible, c'est impossible. Donc déjà, on part de la base, on règle tous les problèmes des fédérations pour qu'ils aident quand même les nageurs à un certain niveau, d'accord, et pas leur donner de la misère. Et puis c'est à eux de s'en occuper. Quand tu as une fille comme Manoulou, ils ont fait quoi pour elle? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle? Rien, zéro, ça va qu'elle a gagné de l'argent. Mais une fille comme Baron, qui était double championne d'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Zéro. On a un très bon président au conseil départemental qui adore le sport et qui fait en sorte que ses athlètes se sentent bien dans leur sport et que le souci financier ne soit pas justement un souci. Moi, je suis vraiment payée pour nager, donc ça, c'est vraiment une chance que j'ai parce que je crois qu'il n'y a aucun nageur qui est vraiment payé pour ce qu'il fait. Je cotise pour ma retraite, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Les autres, ils font comme ils peuvent. C'est compliqué, c'est les contrats de sponsoring, les primes qu'on peut recevoir lors de résultats, mais c'est toujours pareil, il faut faire des résultats pour gagner un peu d'argent, donc c'est pas toujours facile et je pense que ça bloque certains nageurs. Le ministère impose par exemple à tout sportif de haut niveau d'avoir un double projet, c'est-à-dire projet sportif et scolaire ou universitaire. Aujourd'hui, je me rends compte aussi que pour le très haut niveau, c'est très compliqué parce que on a des sollicitations extérieures, des médias, des partenaires. Et avoir une vie d'étudiant quand on est déjà sportif professionnel, pour moi, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est un facteur limitant pour la haute performance. J'ai arrêté en seconde. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif. Et pendant des années, enfin entrecoupées d'années où je ne faisais rien parce que c'était pas possible. À 6 heures, quand vous passez 6 heures dans l'eau, vous avez déjà la moitié de la journée qui est passée, donc aller en cours c'est compliqué. Si en plus vous n'avez pas d'aménagement, c'est encore plus compliqué. J'ai repris cette année parce que après les Jeux, je me suis dit quand même à Tokyo j'aurai 30 ans. Va falloir quand même que je pense à l'après-carrière, à comment je la construis et comment je m'organise. Alors c'est vrai que nous, dans la gymnastique, aujourd'hui, on garde ce même discours. Il faut qu'on performe, parce qu'on est là pour ça, on se donne les moyens aussi pour ça. Mais quelque chose qui est important, on leur demande de jamais arrêter l'école. C'est-à-dire que si on veut arrêter notre formation pour se concentrer à 100% dans le sport, garder quand même quelques cours, pour ne pas perdre son temps et perdre surtout le rythme scolaire. Parce qu'arrêter l'école 4 ans, le plus dur c'est d'y retourner. Que si dans les semaines on fait que 3 heures de cours, ce qui n'est pas grand chose, on garde quand même un micro-rythme. Et on leur apprend que le double projet, c'est pas arrêter l'école, c'est passer une formation qui doit durer 2 à 3 ans pendant peut-être 9 ans finalement. C'est-à-dire qu'on dédouble, on triple les années, mais on fait 3 matières, par 3 matières, par 3 matières. Mais jamais s'arrêter parce que mon histoire de vie fait que on ne sait jamais quand est-ce que notre carrière s'arrête. Et la deuxième chose, c'est qu'on connaît tellement de sportifs amateurs qui ont fait les Jeux, qui ont été champions et qui aujourd'hui se retrouvent dans une vie professionnelle plus que médiocre, alors qu'ils ont porté haut les couleurs de la France. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus grave, qui est le plus triste.
Le problème, c'est que vous avez des sports qui monopolisent beaucoup de temps et qui permettent un peu moins de se préparer à la reconversion. Vous prenez de la gymnastique, par exemple, c'est 35 heures minimum d'entraînement par semaine, 7 jours sur 7. Ça laisse peu de temps à faire des études. Mais, paradoxalement, on ne peut pas dire que ces gens-là réussissent moins après parce que les petits gyms de 12 à 16 ans, elles sont hyper organisées. Elles savent ce qu'elles veulent. Et en fait, elles rentrent dans l'entraînement, elles font leurs devoirs, etc. Alors que vous avez d'autres sports où ils s'entraînent moins, mais quand ils rentrent dans l'entraînement, ils font autre chose, j'en sais rien. C'est assez curieux. Il y a des problèmes de reconversion au tennis, mais pas seulement chez les jeunes, mais plutôt dans les âges 40-50. Pourtant, c'est des gens qui ont, généralement, quand ils ont fait du haut niveau, qui ont eu de l'argent, ou qui en ont encore, mais qui n'ont pas trouvé leur chemin, leur voie après sport. Après, il ne faut pas confondre le foot, le rugby, où c'est des centres de formation, d'accord, où t'es des mecs qui sont pris en charge. Hein. Et puis tu peux être tu peux être un nageur de très haut niveau, mais dépendre d'un club, pas d'une structure. Il n'y a pas de structure, tu vois. Donc tu ne dépends pas d'une structure, tu n'es pas l'INSEP, tu n'es pas un forumeux, tu n'es pas dans un pôle, tu es dans un club. Et là, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Hein. Je me rappelle avoir commencé à jouer en première division moi j'étais étudiant et je jouais avec des viticulteurs, des agriculteurs, des toubibs, des kinés, etc., etc. On ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir se permettre de dire on fait que du rugby, quoi. Donc forcément tu vas au mastic le matin et on s'entraînait le soir, nous. Donc quand tu vas au mastic, quand ça s'arrête, tu as toujours le mastic. Leur seconde vie faisait partie prenante de la première. Il faut savoir qu'il y a des facteurs, la mobilité, les joueurs avant ne bougeaient pas, donc restaient longtemps, donc ils pouvaient s'intégrer dans le tissu social. Les rémunérations n'étaient pas les mêmes et il y avait vraiment une interpénétration entre le monde associatif et l'entreprise qu'il y avait autour. Parce que c'était des regroupements de petites PME, PMI qui faisaient un bastion, qui faisaient un clocher, qui faisaient un club. Aujourd'hui, on est plutôt dans de l'ordre de grosses holdings, de grands patrons d'entreprises, de mécénat. Donc le joueur est une machine-outil dont on se sert, dont on essaie d'optimiser ce qui est norme, ce qui va dans l'ordre des choses, dont on se sépare lorsqu'elle n'est plus productive. Le rugby est devenu du football américain. Donc c'est du business, hein, t'arrives au barbecue, on te vire. Qu'est-ce que tu fais là? Après, mais on n'est pas préparé à ça. Aujourd'hui, pour moi, les joueurs sont assimilés à de la marchandise. Et d'un point de vue économique, un joueur, c'est un actif, il fait partie d'un actif du club. La question n'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal. La question, c'est comment est-ce qu'on peut structurer ça pour que ce soit harmonieux et pour que ce soit vertueux. Ceux que j'ai côtoyés quand moi je suis arrivé avaient pour la plupart des doubles projets ou du moins étaient déjà en reconversion et donc s'intéressaient déjà à pas mal de choses. Puis bon, à l'époque, j'avais pas forcément la lucidité de regarder ce qui se passait et qu'est-ce que faisaient les anciens. Maintenant, à l'heure actuelle, en regardant ceux qui arrivent, je pense qu'ils sont peut-être un peu trop effectivement dans l'optique rugby et délaissent un petit peu le reste. Après, ça vient aussi de l'éducation. Je pense que, on peut pas leur jeter la pierre puisque moi, si j'avais pas eu mes parents qui m'aient tenu sur cette ligne directive, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fait que du rugby. Je sais même pas si j'aurais eu mon bac. Certains pensent toujours que je vais rentrer dans le centre de formation, je vais faire que du rugby, je vais devenir pro. Malheureusement, tout le monde ne devient pas pro. À Montpellier, depuis 15 ans, on est à 64% de réussite sur les signatures de contrats pro. C'est déjà beaucoup par rapport à la moyenne nationale. Mais s'il y en a 6 sur 10 qui signent, il y en a 4 qui ne signent pas pro. Donc ces joueurs-là, s'ils n'assument pas l'après-carrière, c'est très très compliqué. Et même ceux qui signent un contrat pro, on ne sait pas combien de temps ça va durer. À un moment donné, on dit ouais, il faudrait former, il faudrait passer à ta reconversion. Quand tu as 20 ans, tu penses qu'il y a une chose, c'est devenir pro, jouer tous les week-ends. Et puis la reconversion, tu te dis, j'y penserai quand ça fera 7 ou 8 ans que je suis professionnel. De toute façon, le cahier des charges des centres de formation, on est dans l'obligation d'offrir une formation extra-sportive à nos joueurs. Donc de toute façon, légalement, c'est une obligation. On a la chance à Montpellier d'avoir
une grande palette d'ouverture sur beaucoup de formations. Donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas que des réussites, c'est évident. Mais on arrive depuis 10 ans à atteindre 80% de réussite sur les examens qu'on fait passer à nos joueurs. Toi, tu t'occupes de lui ou de lui? Les clubs, oui, ils font un bon travail sur ça, les centres de formation, ils informent bien, mais après, non, ça doit être plus une démarche personnelle plutôt qu'une démarche du club, je pense, parce que si c'est une démarche du club et si ça vient des autres, en général, c'est plus voué à l'échec que si ça vient de toi-même et que tu fais la démarche pour faire la chose. Le double projet perd du terrain, même si de plus en plus les jeunes joueurs de rugby ont conscience qu'il y aura un après, qu'il faut le préparer. C'est un petit peu schizo, hein, ce qui se passe, c'est un petit peu bizarre, c'est qu'on fait moins ce que l'on pense être le mieux. Aujourd'hui, la Ligue et Proval lancent une association qui est en charge d'accompagner les joueurs dans le cadre de leur formation et de leur reconversion. Donc ça fait juste 30 ans que c'est en place dans l'hémisphère sud. L'objectif, c'est que le joueur garde une appétence à autre chose que sa pratique du rugby, qui se décrispe un petit peu par rapport à cette après-carrière, hein, et qui se disent, bon ben voilà, je suis en train de mettre en œuvre quand même mon projet d'après-carrière. Et surtout, eux, c'est voilà, de meilleurs hommes font de meilleurs joueurs. Ça, c'est vraiment leur doctrine. Donc, nous avons travaillé à structurer Proval pour en faire une caisse à outils où chacun, en fonction de ses attentes et de ses aspirations, il va y prendre ce qu'il veut. On a créé une société qui fait la formation qualifiante et diplômante. Donc, on fait un point avec toi pour voir ce que tu en es, mais derrière, on te propose, en partenariat ou fait par nous, des moyens de te former pour que tu sois compétitif sur le marché de l'emploi. Là, aujourd'hui, visiblement, le sujet est pris à bras-le-corps. Donc, il y a un certain nombre de personnel development managers qui vont être déployés sur le territoire français pour accompagner justement les gars pendant leur carrière sur cette anticipation de cette phase de transition, pour qu'on ne reparle plus de reconversion, mais bien de transition professionnelle. Bienvenue au Grenier Théâtre. Et vous qui êtes dans un cursus de préparation à l'après-rugby et à la découverte du monde de l'entreprise, avec TBS et Proval, c'est la deuxième année qu'on met en place ce cursus de formation, cette découverte du théâtre. Donc vous allez faire du théâtre, vous allez venir ici à ma place. Et vous allez voir, vous aussi, qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux mondes, le monde du théâtre et le monde de l'entreprise. Les valeurs, quelles sont-elles? C'est des valeurs que vous connaissez, hein, la communication, l'écoute, la bienveillance, le respect, l'audace, sortir de sa zone de confort. Toutes ces valeurs que aussi en entreprise on doit mettre en œuvre pour performer dans le monde de l'entreprise. Allez, dernière improvisation de la journée sur le thème de 3 minutes avant la fin du monde. Putain, on sera dès le match un petit peu là, tranquille. Allez. Oh putain, Richie se prend un mêlée encore. Allez, popcorn s'il te plaît. Hein, popcorn. Tout va pas en bière toi? Ouais. Je rigole. Oh, on est. Allez. Putain les gars, le flash, qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse chose qui se passe dans la vie. Et moi, je pense que pour moi, c'est pas très loin. Soit cette année, soit en autre année. Après, moi, je fais envie d'arrêter aussi parce que je sais qu'il a envie après le rugby. Et avec ça, j'ai découvert ça avec la formation, qu'il a autre chose, il a des entreprises qui cherchent des joueurs de rugby, qui cherchent des sportifs à haut niveau, parce qu'on porte bien avec des gens, on a une présence. Quand je parle à un chef d'entreprise, par exemple, et que je lui dis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, embaucher un joueur de rugby professionnel, ça peut vous apporter une chose, et une chose fondamentale, c'est qu'un joueur de rugby, quand il se lève tous les matins, c'est pour aller gagner sa place. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'employé lambda. Un sportif professionnel, il n'est pas câblé comme nous. Ces mecs-là se remettent en cause tous les jours. Moi, j'ai eu beaucoup de
plaisir dans ma carrière. Ça a été... Il y a forcément la notion d'échec qui est aussi là et qui est présente et avec laquelle il faut composer, mais c'est aussi un plaisir de trouver des solutions, d'arriver à rebondir, de choisir sa trajectoire, de chercher, toujours chercher ce qui va me permettre d'aller plus loin. Pour moi, le sportif, il ne se rend pas du tout compte de tous les atouts qu'il a. Ils sont énormes, ils sont gigantesques. Il est capable de se remettre en question. Il est capable, s'il se trompe, de mettre en place ce qu'il faut pour rebondir et il est capable d'évoluer. Ils sont tenaces, ils n'y arrivent pas, ils s'y remettent. C'est des bosseurs. Ensuite, pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont fiables. Un employeur leur dit « tu es là à 9h, il sera là à 9h ». Tu me rends ça pour telle date, il va rendre ça pour telle date. Parce qu'il sait que la compète, c'est tel jour. C'est pas la semaine d'après. Donc les échéances, ça, il sait gérer. L'intelligence émotionnelle d'un sportif va faire que son instinct va l'aider à s'organiser. Tous les sportifs que j'ai connus qui, pendant leur carrière, avaient déjà une deuxième passion, est-ce que c'est l'immobilier, le vin, la restauration, les voyages, les langues, le business, parce qu'on est sportif quand même, on rencontre des gens, on prend des cartes de visite et tôt ou tard, on va en faire quelque chose. Donc on est dans une forme d'intelligence de la vie. Je joue à Châteauroux ma dernière année. Ça se passe pas très bien, je suis opéré 2 fois d'une pubalgie, je reviens pas. Et derrière ça, je sais pas trop quoi faire. Je rencontre mon épouse à l'époque, avec qui j'ai eu 3 enfants. Et je lui dis tiens, on va aller à Saint-Émilion, j'ai un oncle là-bas, un vieil oncle, machin et tout, on va voir. Et je vais aller à la fac à Bordeaux, donc je m'inscris à la fac de Bordeaux. Je fais une licence TAPS pendant 3 ans. Et en même temps, en vivant à Saint-Émilion, je rencontre des gens du vin, de machin et tout. Ma première fille va naître, j'achète une maison, il y a 1,5 hectare de vigne. Et je dis, allez, je vais dans la vigne. J'apprends le job. Je fais 2 hectares tout seul pendant 2 ou 3 ans. Et puis là, ça se passe royal au bar, comme on dit, parce que les vins de garage, je ne sais pas si ça te dit quelque chose à l'époque, mais il y avait à Saint-Émilion toute une effervescence autour de certains. Petites propriétés qui font des bons vins et qui chatouillent un peu les grands crus, quoi, les grands crus classés même. Et à partir de là, ça a hyper fonctionné, par cœur, machin et tout. Et je vendais mon vin partout dans le monde en 3 ou 4 ans, quoi. 10 ans, 15 ans comme ça. Et aujourd'hui, c'est une autre aventure ici qui peut avoir le même timing aussi, c'est-à-dire que j'aime bien repartir sur d'autres choses. Nous, on est venus ici pour le territoire surtout. Et du coup, là, en reconversion, on s'était dit ça pourrait être bien de faire partager nos itinéraires, de faire partager notre engouement pour le sport, parce qu'on est convaincus que ça a été une belle école de la vie et que ça permet à beaucoup de renouer avec eux-mêmes, prendre soin d'eux, se dépenser. L'idée, c'était de créer l'hôtel qu'on aurait aimé rencontrer, nous, quand on part en vacances ailleurs, ou quand on va dans un autre endroit. C'est toutes les économies de carrière. Voilà, j'ai choisi d'investir là-dedans parce que c'était un beau projet à mon sens et puis que ça faisait sens avec nous. L'idée, c'était aussi de continuer à être son propre patron. Quand on a goûté à la liberté d'être indépendant, c'est compliqué des fois peut-être de retrouver dans quelque chose de plus normé. Et donc voilà, ça nous permettait en fait aussi de pouvoir gérer nous-mêmes nos vies, nos projets, gérer nos vacances, gérer la manière dont on voulait vivre en fait. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'hôtel. Après on ne sait pas ce que ça va donner, on est novices. On est même couché, on va enlever la pluie. Comment se passe la reconversion? Ça va, en plein dedans là maintenant, ça y est. Ça y est, tout est lancé? À 100%, ouais. À 100%. Fini, clôturer le rugby et maintenant c'est que du chantier, que du boulot, que du OPCR. Voilà. Ouais. Je suis passé pro à 21 ans et dès que j'en ai eu la possibilité par mon planning de joueur professionnel, je suis allé travailler chez des promoteurs, des partenaires du club qui m'ont pris donc les après-midi, les journées, les jours de repos. J'ai fait ma formation un petit peu comme ça sur le tas. Et surtout les expériences les plus
bénéfique que j'ai eu, c'est de travailler avec un maçon qui faisait de la maison individuelle, donc de travailler avec lui un petit peu sur tout l'aspect organisation et qu'on ait eu une transition ensemble puisque lui a arrêté son activité, en a redémarré une entre guillemets avec moi pour me lancer, pour me permettre de pouvoir m'installer réellement. Ça te manque un peu quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Combien d'années en tout, je suis à Béziers depuis 2003, donc ça fait 15 ans que je suis à Béziers, 10 ans professionnel. Donc 200 matchs, un peu plus de 200 matchs, donc oui, je fais le tour de la question. Mais... Ça commence à faire. Ouais, c'est clair. Cet aspect un petit peu de joueur, l'image de sérieux, de rigueur et puis de fidélité au club, me donnait une image, je pense, positive dans le métier dans lequel je fais. Il n'y a que le service et la confiance qui font la différence puisqu'on fait tous la même chose, on travaille tous avec les mêmes matériaux, donc c'est que cette notion-là qui fait la différence. Et je pense que mon image de joueur, les gens l'ont transposée au chef d'entreprise et m'ont peut-être fait confiance par l'image que j'avais. Et finalement, on sera largement rentré dans les délais parce que... Vous avez commencé en septembre, octobre, je crois. Au départ, on avait dit 12 mois pour finir en septembre. Je t'avais dit le mois d'août, ça sera peut-être un peu compliqué. Je t'avais dit par rapport aux vendanges et tout ça, d'essayer de vraiment finir avant les vendanges. Mais je t'avais dit le mois d'août, c'est compliqué. Finalement, on va finir début juillet, quoi. J'ai jamais eu cette volonté d'être entraîneur plus tard. Je m'étais dit, si tout se passe bien, on va pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et le rêve de tout athlète, c'est d'être rentier, de ne pas travailler. Donc ça n'a pas été le cas, ça s'est terminé un petit peu vite. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans un monde que j'aime, que je connais. Voilà, je suis un passionné de gymnastique, j'ai pas l'impression de venir au travail. J'ai l'impression de juste donner mon temps à des futurs champions. Donc bien évidemment que je vis dans un cadre idyllique pour moi. J'accompagne les sportifs aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. J'espère qu'ils feront des médailles. Et puis, je sais ce que ça fait, donc j'ai juste envie qu'ils le vivent. C'est énorme. Le sport nous apprend beaucoup de valeurs, le sacrifice. Donc, je pense que n'importe quel boulot, derrière, si on y met l'envie et on s'acharne dessus, je pense qu'on y arrive. Donc, ce que je suis un peu en train de faire, parce que là je suis sur le bateau, autant demain je suis sur la pirogue, sur le pédalo, au mur d'escalade, ou à la plongée. Donc c'est un sport, un boulot assez varié. Après j'ai encore pas attaqué tout ce qui est administration, ça je me le laisse pour l'hiver, un peu pour la tête reposée, mais il y a beaucoup de choses à faire et voilà. Peu à peu, il me faudra quelques années pour vraiment m'adapter, quoi. Moi, j'ai évolué en magasin et puis maintenant en marque, sur des postes différents. Et du coup, je m'épanouis vraiment dans ça. Mais moi, je me souviens de ce moment où je me suis dit, ça, c'est quand même différent. Et là, tu relativises que ton métier, c'est quand même un superbe métier de coureur cycliste. Même si aujourd'hui, j'ai un très beau métier où je m'épanouis. Mais avant d'en arriver là, c'est comme dans une carrière de coureur cycliste. Avant d'avoir les passe-droits du leader, de pouvoir choisir tes courses, de faire ceci, il y a un moment, tu es jeune néo-pro et tu vas là où on te dit, dans la vie de tous les jours. Avant d'avoir peut-être des postes à responsabilité, il y a un moment où tu es plutôt à suivre des consignes et à appliquer les choses. Pour l'instant, je suis plus dans une recherche justement de calme en fait. Des fois, c'est hyper reposant de se poser sur un cadre, de faire un travail moyen, parce que je ne veux pas dire ça du tout en dégradant la vie de tous les jours, mais en sport de haut niveau, il faut qu'on ait l'excellence pour gagner notre vie. Dans la vie normale, si on est moyen, on peut gagner sa vie, quoi. Je ne m'attends pas à ce que ce soit l'éclate, c'est un métier normal, c'est aussi alimentaire et à un moment, faut se lever. C'est pas forcément... Il y en a qui ont la chance d'avoir un métier passionnant et c'est ce que je me souhaite. Je vais tout faire pour le rendre passionnant, mais je me cache pas que je préférais toujours aller faire un coup de vélo, course à pied, ski de rando, que de rester derrière un bureau, quoi. Donc de nettoyer les chambres, même de mon hôtel. Donc voilà, je me leurre pas du tout par rapport à ça. Il y a forcément un moment où je dirais à mes compères qui ont continué le ski, profitez-en, après c'est nul. J'ai essayé plein de choses. Je rejoins un amateur, je suis parti à La Réunion, j'ai entraîné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait des choses. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait éducateur dans les quartiers pour aider les jeunes. Voilà. Moi, pendant 4-5 ans, je me suis... voilà. Carole a essayé de travailler au Beau-de-Provence. On a été ensemble, quoi. Ensemble, on a bataillé. Mais bon, ça en est sorti comme ça jusqu'à l'arrivée de Canal. Moi, ce que j'ai pas réussi à faire dans le foot, c'est-à-dire à un moment être le meilleur et y rester.
Tu vois, dans le foot, j'ai pas eu. Et après, le foot m'a aidé pour ça, c'est-à-dire qu'après, à Canal, je me suis dit, si tu veux y rester, tu veux rester en haut, il va falloir que tu mettes de nouveaux ingrédients et que tu vois, il va falloir que tu t'accroches quand il faut s'accrocher. Et dans les périodes où c'est difficile, de montrer que tu as du caractère et de continuer à progresser, et pas de t'appuyer simplement sur les compétences du moment qui font qu'elles ne sont pas suffisantes, quoi. Elles ne sont pas suffisantes. Il y a derrière, il y a autre chose. Plus jeune, je ne regardais jamais dans la glace. Je baissais les yeux quand je me brossais les dents. Le jour où je me suis regardée dans la glace, je me dis ça y est, c'est terminé. Ça y est, je peux sortir. Ça y est, je peux me lever le matin. Je n'ai donc plus besoin du tennis. Et c'est comme ça, en fait, qu'effectivement, le cocon s'est ouvert parce que je n'avais plus besoin du tennis pour vivre. J'ai été en paix avec moi-même, j'ai laissé le tennis évoluer et je me suis construite par ailleurs. Voilà. Bienvenue dans les diplômés de TBS. Et puis, on va se lancer dans un exercice difficile qui est celui de jeter de chapeau. 3, 4 et 5. Je vais prendre une phrase qui est d'Antoine Blondin qui disait que le sportif était la seule personne à mourir de son vivant. C'est-à-dire qu'il fallait affronter une autre vie. Courage, bonne chance, merci. Avec mon épouse, on a certainement des choses à faire. C'est un peu tôt, j'ai du mal à en parler encore parce que justement c'est embryonnaire. Mais on va plus parler, enfin moins de sport, moins de business, entre guillemets. Et on va faire un retour à, justement, je parle beaucoup d'éducation, je parle beaucoup de ces jeunes, pas forcément de l'humanité, mais il va y avoir des actions dans ce sens-là. Peut-être qu'on vit les dernières pages d'une nouvelle aventure, parce que ça sera une nouvelle aventure, dans tous les cas, aussi pétillante que ce que j'ai déjà vécu.